Lors de la lecture du testament de papa, ils ont ri, puis le petit-fils de la veuve PDG a dit 7 mots « Bon retour et profitez de l'histoire ». La salle d'attente du cabinet notarial Moreau & Associés était silencieuse comme une chapelle, mais chargée d'une tension palpable qui semblait s'accrocher aux moulures anciennes du plafond. Batine Lefort, 72 ans, vêtu d'un tailleur noir sobre qui contrastait avec son dos parfaitement droit, observait discrètement les visages qui l'entouraient. 23 ans à la tête de Lefort Industries, le géant pharmaceutique qu'elle avait bâti avec son défunt mari, et pourtant, en cet instant précis, elle avait l'impression d'être invisible. Les murmures cessèrent lorsque Maître Moreau, portant une pile de documents sous le bras, fit son entrée dans la pièce. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament de Gilberte Lefort. » Le notaire ajusta ses lunettes sur son nez aquilin avant de poursuivre. « Avant de commencer, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à la famille. » Batine remarqua les regards furtifs qui se posaient sur elle, mélange de curiosité et de calcul, mal dissimulé. Elle connaissait ce regard. C'était celui qu'on lui avait lancé 30 ans plus tôt, lorsqu'elle avait pris les premières décisions stratégiques qui avaient sauvé l'entreprise familiale de la faillite. C'était le regard qu'on réservait à ceux qu'on sous-estimait. À ses côtés, Nicolas, son petit-fils de 12 ans, serrait sa main avec une force surprenante pour son âge. Le garçon avait insisté pour l'accompagner, malgré les réticences de sa mère. « Grand-mère ne devrait pas être seule aujourd'hui », avait-il déclaré avec une assurance qui rappelait tant celle de Gilberte. Le notaire commença à lire. La villa de Saint-Cloud à Philippe, le fils aîné de Batine, qui n'avait pas daigné l'appeler une seule fois pendant les 6 derniers mois de la maladie de Gilbert. Les actions de l'entreprise, divisées entre neveux et nièces qui avaient à peine connu leur oncle. Les collections d'art à des cousins qui n'avaient jamais apprécié autre chose que leur valeur marchande. 1 heure passa, puis 2. La liste des bénéficiaires semblait interminable. Et toujours rien pour Batine. Les sourires discrets commençaient à fleurir sur les visages, à mesure que le testament se déroulait sans mention de la veuve. « Finalement, le vieux patron a su prendre sa retraite comme il faut », chuchota Antoine, un neveu par alliance assez fort pour être entendu de tous. Des rires étouffés suivirent cette remarque, tandis que Batine gardait les yeux fixés sur le portrait de Gilberte accroché au mur. Nicolas se raidit à côté d'elle, mais elle lui pressa doucement la main pour le calmer. « Il y a une dernière déclaration », annonça soudain Maître Moreau, rompant le brouhaha naissant. « Une note manuscrite que M. Lefort a demandé de ne lire qu'après toutes les distributions annoncées. » Le silence retomba comme une chape de plomb. Le notaire déplia soigneusement un feuillet et commença à lire d'une voix claire « À ma bien-aimée épouse Batine, colonne vertébrale de tout ce que j'ai accompli. Tu m'as dit un jour de ne pas te laisser un centime, que tu avais les tiens. Mais je te laisse tout le reste. L'autorité de revenir sur chaque décision prise ici aujourd'hui, si tu le juges nécessaire. Tu es l'exécutrice testamentaire. Tu détiens tout pouvoir de distribution. » Des hoquets de stupeur remplirent la pièce. « Cela signifie, précisa Maître Moreau en levant les yeux, que toutes les allocations précédentes sont conditionnelles. » Tous les regards se tournèrent vers Batine, la même veuve qu'ils avaient ignorée, la même femme qu'ils appelaient dépassée, la même PDG qu'ils prétendaient sénile. Elle se leva lentement, redressa son dos, regarda autour d'elle, non pas avec colère, mais avec lucidité. Et c'est alors que Nicolas, qui était resté silencieux à ses côtés tout ce temps, se leva et dit, d'une voix claire, ferme et fière, « Elle a construit cette famille. Elle décide de tout. » 7 mots. 7 mots qui changèrent l'atmosphère de la pièce. Personne ne riait maintenant, car la vérité a le pouvoir de faire taire l'avidité. Elle ne jubila pas, elle ne cria pas. Elle se contenta de s'approcher de la table, de rassembler les documents et de dire « Je vous ferai savoir ce que je décide. » Lyon s'étalait sous les fenêtres de l'appartement de Batine comme une maquette vivante, ses lumières scintillant dans le crépuscule naissant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la lecture du testament, et le téléphone n'avait cessé de sonner. Des appels pleins de flatteries, de justifications, de tentatives maladroites de rattraper des années d'indifférence. « Tu n'es pas obligé de répondre, » dit Nicolas assis en tailleur sur le tapis du salon, jouant distraitement avec un vieil appareil photo argentique ayant appartenu à son grand-père. Batine sourit. Ce garçon était le portrait craché de Gilberte dans sa jeunesse.
Cette façon de froncer légèrement les sourcils lorsqu'il réfléchissait, cette manière directe d'aborder les problèmes. « Je sais », répondit-elle en s'asseyant, dans son fauteuil préféré, celui qui faisait face à la ville. « Mais je dois faire ce qui est juste, pas ce qui me ferait plaisir sur le moment. »« Et qu'est-ce qui est juste ?» demanda Nicolas, relevant la tête avec curiosité. Batine contempla la question pendant un long moment. Gilberte et elle avaient construit leur empire à partir de rien, transformant une petite pharmacie de quartier en un groupe pharmaceutique international. Ils avaient traversé des crises économiques, des scandales industriels, des périodes où leur propre famille les avait reniés, les jugeant trop ambitieux, trop modernes, trop risqués dans leurs décisions. Et maintenant, cette même famille revenait, attirée par l'odeur de l'argent comme des mouches. « La justice n'est pas toujours évidente à définir, Nicolas, » dit-elle finalement. « On confond souvent justice et vengeance, ou justice et égalité. Parfois, être juste, c'est donner à chacun selon son mérite, pas selon ses besoins ou ses désirs. » Le téléphone sonna à nouveau. L'écran affichait le nom de Philippe, son fils aîné. Batine hésita, puis décrocha. « Maman !» La voix, « douce, presque méconnaissable comparée au ton brusque que Philippe utilisait d'habitude. « Je voudrais te voir, pour parler. Pas du testament, juste parler. » Batine sentit son cœur se serrer. Philippe, son premier-né, avait été si proche d'elle autrefois. Avant que l'ambition ne le transforme, avant que la rivalité avec son père ne creuse un fossé que même la maladie n'avait pas réussi à combler. « Demain, 15 heures au jardin botanique », répondit-elle simplement, avant de raccrocher. Nicolas la regardait avec cette intensité particulière qui était la sienne. « Tu vas lui pardonner ?»« Je ne sais pas, » admit Batine. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on allume ou éteint. C'est un chemin, parfois très long. Elle se leva et s'approcha d'une petite boîte en bois posée sur son bureau. Elle l'ouvrit délicatement, en sortit une clé ancienne et la tendit à Nicolas. « Ton grand-père voulait que tu l'aies. C'est la clé de son laboratoire photographique dans la maison de campagne. Il disait toujours que tu avais son œil pour capturer l'essentiel. » Le visage du garçon s'illumina. Puis, aussi vite que l'émotion était venue, son expression redevint grave. Pourquoi tout le monde n'était pas là quand grand-père était malade? Pourquoi ils viennent seulement maintenant? Batine s'assit à côté de lui, passant doucement sa main dans ses cheveux. Les gens sont compliqués, Nicolas. La peur de la mort, de la souffrance, certains préfèrent fuir, et puis il y a l'argent. L'argent peut faire ressortir le meilleur ou le pire chez les gens. C'est pour ça que grand-père t'a tout laissé. Pour que tu vois qui mérite vraiment quelque chose. Batine sourit. Ton grand-père et moi, nous avons toujours été une équipe. Même maintenant qu'il n'est plus là, nous le sommes encore. Elle regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville qui s'intensifiaient avec la nuit tombante. Demain n'est un autre jour, et nous avons beaucoup de décisions à prendre. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le jardin botanique était presque désert en Pseisomset, ce début d'après-midi pluvieux. Batine s'abritait sous un immense parapluie noir, debout près du bassin central, regardant les nénuphars agités par les gouttes de pluie. Les événements des dernières semaines l'avaient épuisée plus qu'elle ne voulait l'admettre. À 72 ans, malgré sa vigueur légendaire, elle sentait le poids des années et des responsabilités peser lourdement sur ses épaules. Philippe arriva avec 15 minutes de retard, comme toujours. Même dans ces circonstances, il ne pouvait s'empêcher d'affirmer son importance en faisant attendre les autres. Il s'approcha, hésitant, son propre parapluie à la main. « Maman », dit-il simplement. Batine l'observa attentivement. Son fils avait vieilli. Des rides profondes marquaient son front et ses tempes grisonnantes lui donnaient un air plus austère que jamais. Mais c'était surtout ses yeux qui avaient changé. Quelque chose s'y était éteint. « Marchons », proposa-t-elle en se dirigeant vers l'allée bordée de magnolias. Ils avancèrent en silence pendant plusieurs minutes, le bruit de la pluie sur leur parapluie créant une barrière sonore entre eux et le reste du monde. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, » dit finalement Philippe. « Pour papa, pour toi. » Batine continua à marcher, son regard fixé sur le chemin devant. Elle. 6 mois, Philippe. 6 mois où ton père demandait à te voir, où je t'appelais presque chaque jour. J'avais peur,
admit-il, sa voix se brisant légèrement. Peur de le voir ainsi, affaibli, lui qui avait toujours été si fort. « Nous avons tous peur, répondit Batin. La vraie force n'est pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à l'affronter. Philippe s'arrêta brusquement. Tu as toujours eu les mots justes, les réponses parfaites. C'est pour ça que papa t'admirait tant, que tout le monde t'admire. Ton père ne m'admirait pas, Philippe. Il me respectait. Il y a une différence. L'admiration peut être passive, distante. Le respect se gagne dans les tranchées de la vie quotidienne. Des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Batin. Philippe, jeune homme passionné, travaillant aux côtés de son père dans les laboratoires. Puis les premières disputes, les désaccords sur la direction de l'entreprise, l'ambition dévorante qui avait conduit Philippe à créer sa propre société, devenue rapidement une concurrente de Lefort Industries. « Je ne suis pas venu ici pour te faire des reproches, » reprit Batin. « Ce qui est fait. Mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi cette rupture? Pourquoi cette compétition acharnée avec ton propre père ?» Philippe soupira profondément. « J'ai toujours voulu qu'il soit fier de moi. Mais quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Alors j'ai voulu lui montrer, lui prouver que je pouvais réussir sans lui, mieux que lui. Et maintenant que tu as la villa de Saint-Cloud, que tu peux potentiellement avoir, une part importante de l'entreprise, est-ce que ça comble ce vide ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Tu sais, » continua Batin, « ton père a passé ces dernières semaines à regarder tes anciennes photos, celles où tu travaillais avec lui sur votre premier brevet. Il disait toujours que c'était la période la plus créative de sa vie. » Les yeux de Philippe s'emplirent de larmes qu'il tenta maladroitement de dissimuler. « Il a dit ça ?» Gilbert n'était pas un homme expressif, mais il t'aimait profondément. Votre rivalité l'a blessé plus que tu ne peux l'imaginer. La pluie s'intensifia soudain, tambourinant sur leur parapluie avec une violence nouvelle. « Que vas-tu faire, maman? Avec le testament ?» Batin observa son fils, cherchant dans ses traits l'enfant qu'il avait été. « Je vais faire ce que ton père aurait voulu, réunir ce qui a été divisé. Et pour la villa? Je ne suis pas venu te parler d'héritage, Philippe. Je suis venu te parler de choix, de ceux que tu as faits et de ceux qu'il te reste à faire. » Elle reprit « Ça marche », sentant Philippe hésiter avant de la suivre. « Tu as fondé une famille, bâti une entreprise, gagné beaucoup d'argent. Mais es-tu heureux, mon fils ?» La question resta suspendue entre eux, aussi tangible que la pluie qui les entourait. « Je ne sais plus, » admit-il finalement. « Je ne sais plus ce que c'est que d'être simplement en paix. » « Alors c'est peut-être là que nous devrions commencer, » suggéra doucement Batin. Ils continuèrent à marcher, leur conversation passant progressivement des regrets aux souvenirs plus doux, des erreurs passées aux possibilités futures. Lorsqu'ils se séparèrent 2 heures plus tard, quelque chose avait changé. Pas une réconciliation complète, pas encore, mais une porte entr'ouverte vers quelque chose de nouveau. En rentrant chez elle, Batin trouva Nicolas qui l'attendait, un album photo ouvert devant lui. « Comment ça s'est passé avec papa ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant le visage de sa grand-mère avec inquiétude. Batin sourit, touché par sa préoccupation. C'était un début. Elle s'assit à côté de lui, observant les photographies que Nicolas avait sélectionnées, des images de la famille réunie, de moments de joie partagés, avant que l'argent et l'ambition ne viennent tout compliquer. « Tu sais, » dit-elle en pointant une photo de Gilberte tenant un bébé Philippe dans ses bras, « parfois les plus grandes richesses sont celles qui ne peuvent pas être inscrites dans un testament. » Nicolas hocha la tête, pensif. « Grand-mère, est-ce que tu vas vraiment tout changer? Dans le testament, je veux dire. » Batin caressa doucement la joue de son petit-fils. « Pas tout, mais certaines choses doivent être ajustées pour refléter, non pas ce que les gens veulent, mais ce dont ils ont réellement besoin. » Son téléphone vibra. Un message de Maître Moreau. « Madame Lefort, le conseil d'administration demande une réunion urgente concernant la transition. Pouvons-nous prévoir cela pour demain à 10 heures ?» Et voilà, pensa Batin. Le véritable test commençait. Car, au-delà des drames familiaux, il y avait une entreprise à diriger, des milliers d'emplois à préserver et l'héritage de toute une vie à protéger. « Nicolas, » dit-elle en se tournant vers son petit-fils, « que dirais-tu de m'accompagner demain à une réunion importante ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent. «
Vraiment? Je peux venir? Oui, confirma-t-elle avec un sourire déterminé. Il est temps que tu vois comment fonctionne vraiment le monde que ton grand-père et moi avons construit. Car dans ce jeu d'échecs complexe qu'était devenu sa vie, Batine avait déjà prévu plusieurs coups d'avance. Pour la première fois depuis des semaines, Batine dormit profondément cette nuit-là, bercée par la certitude que malgré les obstacles, elle trouverait un moyen de préserver ce qui comptait vraiment. Le matin se leva gris et brumeux sur la tour Lefort qui dominait le quartier d'affaires de Lyon. Batine ajusta son tailleur bleu marine devant le miroir de son bureau privé, tandis que Nicolas, inhabituellement silencieux, observait la ville, en contrebas. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-elle en rejoignant son petit-fils près de la baie vitrée. « Ton grand-père et moi, nous avons commencé dans un petit laboratoire pas plus grand que cette salle de bain. »« Comment vous avez fait tout ça ?» demanda Nicolas, les yeux écarquillés devant l'ampleur de l'empire Lefort qui s'étendait sous leurs yeux. « Pas à pas, » répondit Batine, en croyant en nos idées même quand personne d'autre n'y croyait, en travaillant plus dur que nos concurrents, et surtout en restant fidèles à nos valeurs. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Claire, l'assistante de Batine depuis plus de 20 ans. « Ils sont tous là, madame, annonça-t-elle. La salle du conseil est pleine. » Batine hocha la tête. « Merci, Claire, nous arrivons. » Une fois seule à nouveau, Batine se tourna vers Nicolas et s'agenouilla pour être à sa hauteur, malgré la protestation de ses articulations vieillissantes. « Ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est comment les adultes peuvent parfois se comporter comme des enfants quand il est question d'argent et de pouvoir, expliqua-t-elle. N'aie pas peur et n'interviens pas, quoi qu'il arrive. Observe et apprends. Nicolas acquiesça solennellement. « Je serai sage, promis. »« Je n'en doute pas, » sourit Batine en se relevant. « Allons-y. » La salle du conseil était effectivement pleine. Autour de l'immense table ovale en acajou se tenaient les 12 membres du conseil d'administration. Certains visages familiers, d'autres nouveaux, tous affichant des expressions allant de la curiosité polie à l'hostilité à peine voilée. Au bout de la table se trouvait Victor Neyret, le directeur financier, un homme brillant mais ambitieux que Gilbert avait recruté 10 ans plus tôt. À ses côtés, Maurice Pelletier, le plus ancien membre du conseil et ami personnel de Gilbert. « Madame Lefort », salua Victor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à nous. Et votre petit-fils également. » Batine prit place au siège principal, celui qu'avait occupé Gilberte pendant des décennies, et invita Nicolas à s'asseoir sur une chaise placée légèrement en retrait. « Je vous remercie d'avoir organisé cette réunion, » commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Comme vous le savez tous, suite au décès de mon mari, certains ajustements seront nécessaires. »« Justement, » intervint Victor, « nous pensions qu'il serait peut-être préférable de nommer un président intérimaire le temps que les choses se stabilisent. » Batine le fixa du regard, sans ciller. « Les choses sont parfaitement stables, Victor. Gilbert m'a nommé exécutrice testamentaire avec plein pouvoir, ce qui inclut la direction de cette entreprise jusqu'à ce que j'en décide autrement. Avec tout le respect que je vous dois, continua Victor, diriger une entreprise de cette taille demande une certaine vigueur, une vision moderne que vous pensez que je n'ai pas, compléta Batine. Permettez-moi de vous rappeler que j'ai cofondé cette entreprise, que j'ai personnellement supervisé le développement de 3 de nos médicaments les plus rentables, et que j'étais déjà administratrice quand vous étiez encore étudiant. Un silence pesant s'installa dans la salle. Nicolas observait sa grand-mère avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Maurice Pelletier s'éclaircit la gorge. Batine a raison. Juridiquement et moralement, elle est la personne la plus qualifiée pour diriger Lefort Industries pendant cette transition. « Transition vers quoi exactement ?» demanda Victor, une pointe d'agacement dans la voix. Batine ouvrit le dossier qu'elle avait apporté. « C'est précisément ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui. J'ai passé les 2 dernières semaines à élaborer un plan de succession qui garantira la pérennité de notre entreprise, tout en préservant les valeurs qui ont fait son succès. » Elle distribua des copies d'un document épais à chaque membre du conseil. Comme vous pourrez le constater, ce plan prévoit une restructuration progressive de la gouvernance, avec la création d'un comité exécutif élargi qui inclura des représentants de chaque division clé. Victor feuilleta rapidement le document, son front se plissant à mesure qu'il en découvrait le contenu. Vous proposez de diviser le poste de PDG
en 3 fonctions distinctes. C'est inhabituel. C'est innovant, corrigea Batine, et parfaitement adapté à la complexité de nos activités actuelles. Un directeur de l'innovation, un directeur des opérations et un directeur de la stratégie, travaillant en étroite collaboration sous la supervision du conseil. Et qui occupera ces postes? Demanda une voix féminine au bout de la table. Batine se tourna vers Sophie Delorme, directrice des ressources humaines. Les nominations seront basées sur le mérite, l'expérience et la loyauté envers les valeurs fondatrices de cette entreprise. J'ai déjà quelques noms en tête, mais je suis ouverte à vos suggestions. La discussion qui suivit fut animée, parfois tendue, mais Batine resta inébranlable, répondant avec précision et autorité à chaque question, à chaque objection. Nicolas l'observait, fasciné par la transformation de sa grand-mère en cette femme d'affaires redoutable que le monde extérieur connaissait, mais qu'il découvrait vraiment pour la première fois. Après 2 heures de débat, le plan fut adopté à une large majorité, Victor Néret et 2 de ses alliés étant les seuls à s'abstenir. Avant de clore cette réunion, annonça Batine, alors que certains commençaient déjà à rassembler leurs affaires, j'aimerais aborder un dernier point. Comme vous le savez, Gilbert avait à cœur notre programme de recherche sur les maladies orphelines, même si celui-ci n'est pas particulièrement rentable. Victor se raidit visiblement. Madame Lefort, nous avons déjà discuté de ce sujet. Le Conseil a voté il y a 3 mois la réduction progressive de ce programme pour réallouer les ressources vers des domaines plus prometteurs. Ce vote a eu lieu pendant l'hospitalisation de Gilberte, rappela Batine, et je souhaite qu'il soit reconsidéré à la lumière de nouvelles informations. Elle sortit un autre document de son dossier. Voici les résultats préliminaires. Des essais cliniques de notre traitement pour la maladie de Fabry. Ils sont remarquables. Les membres du Conseil se penchèrent avec intérêt sur les graphiques et tableaux qui leur étaient présentés. Même le visage de Victor trahit une surprise momentanée. « Comment est-ce possible ?» murmura Sophie. « Les derniers rapports étaient bien moins encourageants. » Parce que l'équipe de recherche a persévéré malgré la menace de voir leur financement coupé, expliqua Batine. Ils ont travaillé nuit et jour par passion et par conviction. C'est ce genre de dévouement qui a fait la grandeur de Lefort Industries, pas seulement la recherche du profit à court terme. Elle se leva, signalant la fin de la réunion. Je vous invite tous à réfléchir à ce que signifie réellement diriger une entreprise comme la nôtre. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire les actionnaires, mais aussi d'améliorer concrètement la vie des patients qui comptent sur nous. Sur ces mots, elle prit Nicolas par la main et quitta la salle, laissant derrière elle un conseil divisé, mais impressionné. « Tu as été génial !» chuchota Nicolas lorsqu'ils furent seuls dans l'ascenseur. Batine sourit, soudain fatigué. « Ce n'était que le début, mon chéri. La route est encore longue. Mais tu as gagné, non ?»« Dans les affaires comme dans la vie, Nicolas. Gagner une bataille ne signifie pas avoir gagné la guerre. Victor ne renoncera pas si facilement. » L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée. En traversant le hall d'entrée, ils croisèrent Philippe qui semblait attendre. « Papa ?» s'étonna Nicolas. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Philippe s'approcha, l'air incertain. « J'ai entendu parler de la réunion. Je voulais savoir comment ça s'était passé. » Batine étudia son fils, cherchant à déceler ses véritables intentions. Le plan a été approuvé. La restructuration commencera dès la semaine prochaine. Et pour le poste de directeur de l'innovation? Batine comprit alors. Victor avait déjà commencé à tisser sa toile, contactant Philippe pour une potentielle alliance contre elle. « Aucune décision n'a encore été prise concernant les nominations, » répondit-elle prudemment. Philippe hésita puis se lança. « J'aimerais soumettre ma candidature. Je sais que mes relations avec Père étaient tendues, mais j'ai toujours respecté sa vision en matière d'innovation. » Nicolas regardait son père avec étonnement, puis sa grand-mère attendant sa réaction. « Tu diriges ta propre entreprise, Philippe, » rappela Batine. « Une entreprise concurrente, qui plus est. Je suis prêt à vendre mes parts, à revenir, si tu m'en donnes l'occasion. » Le hall d'entrée du siège social n'était pas l'endroit idéal pour une conversation aussi personnelle. Des employés passaient, jetant des regards curieux vers cette réunion impromptue de 3 générations de Lefort. « Viens dîner ce soir », proposa finalement Batine. « Nous pourrons en discuter calmement. » Philippe acquiesça, soulagé. « Merci, maman. » Alors qu'ils se séparaient, Nicolas murmura à sa grand-mère. « Tu vas vraiment lui donner une chance. »
Batine regarda son fils s'éloigner, ses pensées tournées vers Gilberte et ce qu'il aurait voulu. Tout le monde mérite une seconde chance, Nicolas. La question est de savoir ce qu'on en fait. Combien y aurait-il encore de surprises, de retournements, de défis à relever avant que l'héritage de Gilberte ne soit vraiment sécurisé? Batine l'ignorait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que le chemin, bien que difficile, était le bon. Alors qu'il sortait du bâtiment main dans la main avec sa grand-mère, Nicolas s'arrêta brusquement. « Grand-mère, regarde !» Il pointait du doigt un énorme panneau publicitaire sur l'immeuble d'en face, annonçant le nouveau médicament phare de leur concurrent principal. « C'est la société de papa qui fait ça. » Batine secoua la tête. « Non, c'est Mercier Pharmaceuticals, notre plus grand concurrent depuis des années. Ils attendent toujours le bon moment pour frapper. » Nicolas fronça les sourcils, observant l'immense visage souriant d'une femme qui vantait les mérites d'un traitement révolutionnaire. « Ils sont aussi bons que nous ?»« Différents, » nuança Batine. « Ils misent davantage sur le marketing que sur l'innovation pure. Ton grand-père disait toujours qu'il vendait l'emballage, tandis que nous vendions le contenu. » Le chemin jusqu'à la voiture se fit en silence, chacun absorbé par ses pensées. Ce fut seulement une fois installé que Nicolas reprit la parole. « Je crois que papa veut vraiment revenir, » dit-il doucement. « Hier soir, je l'ai entendu parler avec maman. Il a dit qu'il était fatigué de se battre contre sa propre famille. » Batine démarra la voiture, son regard fixé sur la route. « Les gens changent, Nicolas. Parfois en mieux, parfois en pire. Le tout est de savoir reconnaître la différence. » « Et comment on fait ça ?»« En observant leurs actions, pas leurs paroles, » répondit Batine. « N'importe qui peut faire de belles promesses. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. » Le trajet se poursuivit en silence, mais l'esprit de Batine bouillonnait. Philippe avait-il vraiment changé, ou s'agissait-il d'une nouvelle manœuvre pour s'emparer de ce qu'il considérait comme son dû? Et Victor Néret, jusqu'où? Irait-il pour prendre le contrôle de l'entreprise? En arrivant à l'appartement, Batine fut surprise de trouver Claire, son assistante, qui l'attendait, un dossier urgent à la main. « Je suis désolé de vous déranger chez vous, madame », s'excusa-t-elle, « mais nous venons de recevoir une offre d'achat pour notre filiale de recherche génétique. C'est inattendu. » Batine parcourut rapidement le document, son visage se durcissant à mesure qu'elle en découvrait les détails. Qui a présenté cette offre? Une holding basée au Luxembourg. Impossible de remonter plus loin pour l'instant. Je vois, murmura Batine. Préparez-moi un dossier complet pour demain matin et demandez à notre service juridique de vérifier toutes les implications potentielles. Une fois Claire partie, Nicolas, qui avait écouté la conversation avec attention, demanda « Mais c'est grave ?» « Potentiellement, » admit Batine. « Quelqu'un essaie de démanteler notre groupe pièce par pièce. C'est une tactique courante quand on veut affaiblir une entreprise avant une OPA hostile. » Une quoi? Une offre publique d'achat hostile. C'est quand quelqu'un essaie de prendre le contrôle d'une entreprise contre la volonté de sa direction. Le visage de Nicolas s'assombrit, comme ce que Victor essayait de faire ce matin. Batine sourit malgré elle. Ce garçon avait une perspicacité surprenante pour son âge. Exactement, mais en plus agressif. Elle se dirigea vers la cuisine, sortant machinalement des ingrédients pour préparer le dîner. Cuisiner l'avait toujours aidé à réfléchir. Nicolas s'installa sur un tabouret, l'observant couper des légumes avec précision. « Tu penses que c'est qui derrière cette holding ?» Batine soupira. « J'ai quelques soupçons, mais je préfère attendre d'avoir des preuves. Dans ce milieu, la paranoïa est aussi dangereuse que la naïveté. » Le silence s'installa, seulement interrompu par le bruit rythmique du couteau sur la planche à découper. Puis Nicolas reprit d'une voix hésitante. « Grand-mère, pourquoi tout est si compliqué? L'argent, les entreprises, les familles. Pourquoi les gens ne peuvent pas simplement être honnêtes ?» Batine posa son couteau, touchée par la question. Elle se tourna vers son petit-fils, cherchant les mots justes. « Tu sais, Nicolas, les humains sont des créatures étranges. Nous sommes capables des plus grandes noblesses et des pires bassesses. L'argent et le pouvoir ne font qu'amplifier ce qui est déjà là. Alors grand-père et toi, vous étiez différents? Vous n'avez jamais été comme ça? Oh, nous avons fait nos erreurs, reconnut Batine avec un sourire nostalgique. Nous nous sommes disputés, nous avons parfois pris de mauvaises décisions, mais nous avions un pacte, ton grand-père et moi, toujours se souvenir pourquoi. Nous avions commencé,
Et c'était pourquoi? Pour faire une différence, pour créer des médicaments qui sauvent des vies. L'argent n'était qu'un moyen, jamais une fin en soi. Nicolas médita ces paroles, puis demanda « Et papa, il a oublié ça ?» Batine hésita, ne voulant pas ternir l'image de Philippe aux yeux de son fils. Disons que le succès peut parfois nous faire perdre de vue l'essentiel. Mais je crois que personne n'est jamais totalement perdu. On peut toujours retrouver son chemin. Le bruit de la sonnette interrompit leur conversation. Philippe était arrivé exactement à l'heure convenue. Le dîner fut étrangement paisible, presque comme autrefois, quand la famille était encore unie. Philippe parla de ses projets, de sa vision pour la direction de l'innovation chez Lefort Industries, avec une passion que Batine ne lui avait pas vue depuis des années. Nicolas observait son père avec un mélange d'admiration et de prudence, intervenant parfois avec des questions surprenantes de maturité. Ce fut seulement après le dessert, lorsque Nicolas fut envoyé dans sa chambre pour terminer ses devoirs, que la conversation prit un tour plus sérieux. « Tu as reçu l'offre pour la filiale génétique », dit Philippe sans préambule. Batine leva un sourcil. « Comment es-tu au courant ?»« Le milieu est petit, maman. Les rumeurs circulent vite. Ce n'est pas une rumeur, c'est une information confidentielle qui n'a été communiquée qu'à un cercle très restreint. » Philippe eut au moins la décence de paraître embarrassé. « J'ai gardé quelques contacts au sein du groupe. »« Je vois, » dit Batine, sa voix se refroidissant légèrement. « Et je suppose que tu sais aussi qui se cache derrière cette offre. » Philippe hésita, jouant nerveusement avec son verre de vin. « J'ai mes soupçons. Partage-les dans ce cas. Je pense que c'est un consortium dirigé par Victor Néret et Marcel Mercier. » Batine resta impassible. Mais intérieurement, cette confirmation de ses pires craintes était comme un coup de poignard. Marcel Mercier, PDG de Mercier Pharmaceuticals et rival de longue date de Gilbert, s'associant avec leur propre directeur financier pour démanteler l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant de sacrifices. « Je vois, » dit-elle simplement. « Et comment as-tu obtenu cette information ?» Philippe but une gorgée de vin, évitant son regard. Ils m'ont approché, pour faire partie de leur consortium. « Et qu'as-tu répondu ?»« Que j'allais y réfléchir. » Un silence pesant s'installa entre eux. Batine observait son fils, essayant de déceler ses véritables intentions. « Donc, si je comprends bien, » dit-elle finalement, « tu viens me demander un poste de direction tout en négociant simultanément avec nos ennemis ?»« Ce n'est pas aussi simple, » protesta Philippe. « Je voulais savoir jusqu'où ils étaient prêts. »« Ah, allez, quels étaient leurs plans ?»« Et maintenant que tu le sais ?» Philippe posa son verre, fixant sa mère droit dans les yeux. « Maintenant, je suis venu te prévenir et t'offrir mon aide. » Batine resta silencieuse, évaluant la sincérité de son fils. Après tout ce temps, après toutes ces trahisons, pouvait-elle vraiment lui faire confiance? « Si tu dis vrai, dit-elle finalement, alors prouve-le, donne-moi des informations que je peux utiliser contre eux. » Philippe sortit une clé USB de sa poche et la posa sur la table. Tout est là. Leurs projections financières, leur stratégie d'acquisition, leurs contacts au sein du conseil d'administration, tout. Batine regarda l'objet, sentant le poids de la décision qu'elle devait prendre. Faire confiance à Philippe signifiait risquer tout ce pourquoi Gilbert et elle avaient travaillé. Mais le rejeter pourrait signifier perdre leur dernière chance de contrer cette menace. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Après toutes ces années d'opposition, pourquoi ce revirement ?» Les yeux de Philippe s'humidifièrent, légèrement. « Quand papa est mort, quand je n'ai pas été là pour lui, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer de le battre au lieu d'être simplement son fils. Et maintenant, il est trop tard. » Il prit une profonde inspiration. « Mais il n'est pas trop tard pour réparer ce que j'ai cassé, pour honorer ce qu'il a construit, ce que vous avez construit ensemble. » Batine sentit son cœur se serrer. Elle avait tant espéré entendre ces mots, et maintenant qu'ils étaient prononcés, elle ne savait pas s'ils étaient sincères ou s'il s'agissait d'une autre manipulation. « Philippe, dit-elle finalement, je veux te croire, vraiment, mais la confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. »« Je sais, reconnut-il. Je ne te demande pas de me faire confiance immédiatement. Je te demande juste une chance, de te prouver que j'ai changé. » Batine considéra la proposition, pesant soigneusement les risques et les avantages. Puis elle prit sa décision. « Très bien, » dit-elle en prenant la clé USB. « Mais nous y allons pas à pas. Tu nous rejoindras ?»
Pas immédiatement la direction. Tu commenceras comme consultant externe, le temps de prouver ta loyauté. Philippe acquiesça, acceptant ces conditions sans protester. Merci, maman. Alors qu'il se levait pour débarrasser la table, une question restait en suspens dans l'esprit de Batine. Avait-elle pris la bonne décision? Ou venait-elle d'ouvrir la porte à une nouvelle trahison? À la fin du chapitre 4, le destin de Lefort Industries se jouait désormais dans l'ombre, entre alliances incertaines et trahisons potentielles. Batine avait accepté de tendre la main à son fils. Mais à quel prix? Et pendant ce temps, les vautours se rassemblaient, prêts à dépecer l'œuvre de toute une vie au premier signe de faiblesse. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Batine, armé des informations fournies par Philippe, convoqua une réunion extraordinaire avec les membres du conseil d'administration en qui elle avait le plus confiance. Maurice Pelletier fut le premier à arriver au petit salon, privé de l'hôtel Régence, où la rencontre devait avoir lieu loin des regards indiscrets. « C'est pire que ce que nous pensions », admit le vieil homme après avoir parcouru les documents. Victor a méthodiquement préparé le terrain depuis des mois. Il a des alliés partout. « Pas partout », corrigea Sophie Delorme, qui venait de les rejoindre. « Certains d'entre nous sont encore fidèles à la vision des fondateurs. » Au cours des 2 heures suivantes, ils élaborèrent un plan de contre-attaque. L'information était leur meilleure arme. Maintenant qu'ils connaissaient la stratégie de l'adversaire, ils pouvaient anticiper chaque mouvement. L'offre pour la filiale génétique n'est qu'une diversion, expliqua Batine. Leur véritable cible est notre branche recherche et développement. C'est là que se trouvent nos brevets les plus prometteurs. Mais pourquoi Victor s'associerait-il avec Mercier? S'interrogea Sophie. Il trahit non seulement votre confiance, mais aussi l'entreprise entière. Pour l'argent, répondit simplement Maurice. Mercier, lui, a probablement promis un poste de direction et une participation substantielle. Batine hocha la tête, sentant un mélange de tristesse et de détermination l'envahir. Notre priorité est de sécuriser le conseil d'administration. Nous devons nous assurer que Victor ne puisse pas obtenir une majorité lors du prochain vote. Et pour Philippe, demanda doucement Sophie, pouvons-nous vraiment lui faire confiance? Batine contempla la question. Depuis une semaine, son fils s'était montré irréprochable, fournissant des informations précieuses et des conseils avisés. Mais le doute persistait, comme une ombre planant sur leurs interactions. Pour l'instant, ses actes correspondent à ses paroles, dit-elle prudemment. Nous verrons si cela continue. En sortant de la réunion, Batine fut surprise de trouver Nicolas qui l'attendait dans le hall de l'hôtel, accompagné de son précepteur. Le garçon avait insisté pour l'accompagner à Lyon, argumentant qu'il pouvait suivre ses cours à distance pendant quelques jours. « Grand-mère » s'exclama-t-il en la voyant. « Comment s'est passée ta réunion ?»« Bien » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Nous avons un plan. » Nicolas étudia son visage avec attention. « Tu es inquiète. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Batine fut à nouveau frappée par la perspicacité de son petit-fils. « Oui, » admit-elle, « il y a beaucoup en jeu. Grand-père disait toujours que les meilleures batailles sont celles qu'on gagne sans combattre, » dit Nicolas, citant une des maximes préférées de Gilberte. Batine sourit, touché. Il le disait, en effet, et il avait raison. Une idée commença à germer dans son esprit. Peut-être y avait-il un moyen de résoudre cette situation sans déclencher une guerre ouverte qui risquerait de fragiliser l'entreprise, quelle que soit l'issue. « Nicolas, » dit-elle soudain, « est-ce que ton père t'a parlé récemment ?» Le garçon parut surpris par la question. « Oui, hier soir. Il voulait savoir comment je trouvais Lyon et si j'aimais visiter le siège de l'entreprise. A-t-il mentionné son travail ou Marcel Mercier ?» Nicolas réfléchit un instant. Il a dit qu'il avait eu une longue journée de réunion et que certaines personnes essayaient de le convaincre de faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Faire, il semblait triste. Cette information confirma les soupçons de Batine. Philippe était probablement sous pression, tiraillé entre sa loyauté renouvelée envers sa famille et les menaces ou promesses de Mercier et Néret. « Nicolas », dit-elle en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Parfois, les adultes font des erreurs parce qu'ils se sentent piégés. Ils ne voient pas d'issue, alors ils choisissent ce qui leur semble être le moindre mal. Comme papa? Peut-être. Ce qui est important, c'est de toujours offrir une porte de sortie à ceux qui veulent changer.
Nicolas hocha la tête, comprenant intuitivement ce que sa grand-mère essayait de lui dire. « Tu vas aider papa à sortir du piège ?»« Je vais essayer, » promit Batine. « Maintenant, que dirais-tu d'aller visiter le laboratoire de recherche cet après-midi ?» C'était l'endroit préféré de ton grand-père. Le visage du garçon s'illumina. « Vraiment? Je peux voir où sont créés les médicaments ?»« Absolument. C'est là que bat le véritable cœur de l'Euphor Industries. » Tandis qu'il se dirigeait vers la voiture, Batine sentit son téléphone vibrer. Un message de Philippe. « Réunion. D'urgence chez Mercier ce soir, je crois qu'ils savent. » La situation s'accélérait. Il fallait agir vite. Le laboratoire central de l'Euphor Industries était un bâtiment ultramoderne, niché au cœur d'un parc scientifique à la périphérie de Lyon. Des chercheurs en blouse blanche s'affairaient derrière des parois de verre, manipulant des équipements sophistiqués avec précision. « C'est comme dans les films !» s'exclama Nicolas, les yeux écarquillés devant ce spectacle. Batine sourit, se souvenant de sa propre fascination lorsque Gilbert et elle avaient ouvert leur premier laboratoire, bien plus modeste que cette installation high-tech. « Madame Lefort », les accueillit le docteur Moreau, directeur de la recherche. « C'est un honneur de vous recevoir, et voici donc le jeune Nicolas dont j'ai tant entendu parler. » Nicolas rougit légèrement, flatté d'être reconnu. « Le docteur Moreau a travaillé avec ton grand-père pendant plus de 20 ans, » expliqua Batine. « C'est grâce à lui que nous avons développé notre traitement contre la leucémie infantile. » La visite dura près de 2 heures, Nicolas absorbant chaque explication avec une curiosité insatiable. Batine observait son petit-fils avec fierté, reconnaissant en lui la même passion pour la science qui avait animé Gilbert. À la fin de la visite, alors que Nicolas était occupé à examiner un microscope électronique sous la supervision d'un chercheur, Batine prit le docteur Moreau à part. « Comment avance le projet Lazare ?» demanda-t-elle à voix basse. Le visage du scientifique s'assombrit. « Nous progressons, mais les ressources ont été limitées ces derniers mois. Victor a redirigé une partie de notre budget vers des projets plus commerciaux. Je vois. Et si vous receviez un financement adéquat, combien de temps vous faudrait-il pour atteindre la phase d'essai clinique ? 6 mois, peut-être moins. Les résultats préliminaires sont très prometteurs. » Batine hocha la tête, prenant mentalement note de cette information. Le projet Lazare était le dernier grand rêve de Gilbert. Un traitement révolutionnaire pour une maladie neurodégénérative rare, peu rentable d'un point de vue commercial, mais potentiellement vital pour des milliers de patients. « Vous aurez ce financement, promit-elle, et toute l'autonomie nécessaire pour mener ce projet à terme. » Le docteur Moreau la regarda avec gratitude. Gilbert serait fier. Il a toujours dit que l'argent n'était qu'un moyen, jamais une fin. Et il le disait souvent, confirma Batine avec un sourire nostalgique. En quittant le laboratoire, Batine savait que sa décision était prise. Elle ne laisserait pas l'héritage de Gilbert être détruit par l'avidité et les jeux de pouvoir. Il était temps de prendre une mesure radicale, même si cela signifiait risquer tout ce qu'ils avaient bâti. De retour à l'hôtel, elle appela son avocat personnel et lui donna des instructions précises. Puis elle contacta Philippe. « Nous devons parler, dit-elle simplement, avant ta réunion avec Mercier. » Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard dans un petit café discret du vieux Lyon. Philippe semblait tendu, nerveux, constamment sur ses gardes. « Ils savent que j'ai partagé des informations avec toi, » dit-il sans préambule. « Mercier a reçu un appel d'un de ses contacts au conseil d'administration. »« Je m'en doutais, » répondit calmement Batine. « Les murs ont des oreilles. »« Tu ne comprends pas, maman, ils sont furieux. Mercier a menacé de... » Il s'interrompit comme s'il en avait déjà trop dit. « De quoi ?» insista Batine. « Qu'a-t-il menacé de faire ?» Philippe soupira profondément. « De révéler certaines irrégularités dans mes pratiques commerciales passées, des choses qui pourraient m'envoyer en prison. » Batine resta silencieuse. Un moment, absorbant cette nouvelle information. Son fils s'était donc compromis bien plus qu'elle ne l'imaginait. « Je vois, » dit-elle finalement. « Et c'est pour cela que tu hésites à couper complètement les ponts avec eux. » Philippe acquiesça honteux. « Je suis désolé, maman. J'ai voulu t'aider, vraiment, mais tu as peur pour toi-même. C'est compréhensible. » Batine sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Voici ma proposition. Lis-la attentivement avant ta réunion avec Mercier. » Philippe ouvrit l'enveloppe, parcourant rapidement le document qu'elle contenait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tu ne peux pas être sérieuse.
murmura-t-il. C'est ton œuvre, celle de papa. C'est un héritage, corrigea Batine. Et parfois, pour préserver un héritage, il faut savoir le transformer. Ils discutèrent des détails pendant près d'une heure, Philippe posant des questions, Batine y répondant avec la clarté et la précision qui avaient fait d'elle une femme d'affaires redoutable. Cela pourrait marcher, admit finalement Philippe, mais c'est risqué. La vie est un risque, mon fils. La question est de savoir pourquoi on est prêt à risquer. Ils se séparèrent, Philippe se dirigeant vers sa réunion avec une détermination nouvelle dans le regard. Batine le regarda s'éloigner, priant silencieusement pour que son instinct maternel ne l'ait pas trompé. De retour à l'hôtel, elle trouva Nicolas en grande conversation avec Maurice Pelletier, qui était passé lui rendre visite. « Ah, Batine !» salua le vieil homme. « Ce garçon est remarquable. Il me posait des questions sur la structure moléculaire de notre nouveau composé anti-inflammatoire. À 12 ans. » Nicolas rougit à nouveau, mais son regard brillait de fierté. « Il a toujours été curieux, » confirma Batine, exactement comme son grand-père. Une fois Maurice parti, Nicolas se tourna vers sa grand-mère. « Tu as vu papa ?»« Oui, il avait une réunion importante ce soir. »« Il va nous aider ?» Batine sourit, touché par la foi simple et directe de son petit-fils. « Je l'espère, mon chéri, je l'espère vraiment. » Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôtel, Batine repensa au chemin parcouru depuis la lecture du testament. Tant de rebondissements, tant de révélations. Gilbert avait-il prévu tout cela? Avait-il su que sa dernière volonté déclencherait ce tourbillon d'événements? Connaissant son mari, c'était fort possible. Gilberte avait toujours aimé les stratégies complexes, les plans à long terme. Peut-être avait-il compris que seule une crise majeure pourrait réunir leur famille fracturée, forcer chacun à révéler sa vraie nature. Le sommeil la gagna finalement, apportant avec lui une paix momentanée avant la tempête qui s'annonçait. Le lendemain serait décisif. Le matin se leva, clair et froid, sur Lyon. Batine s'habilla avec soin, choisissant un tailleur gris anthracite qui lui donnait une allure à la fois élégante et autoritaire. Aujourd'hui, elle aurait besoin de toute son autorité. Nicolas, qui partageait sa suite, était déjà réveillé, regardant distraitement les informations à la télévision, tout en prenant son petit déjeuner. « Bonjour, grand-mère, » dit-il, en la voyant. « Tu as bien dormi ?»« Comme un loir, » mentit-elle avec un sourire. « Et toi ?»« J'ai rêvé de grand-père, » confia Nicolas. Il était dans son laboratoire et me montrait comment fabriquer un médicament spécial. Il disait que c'était la recette du bonheur. Batine sentit son cœur se serrer. « Ton grand-père aurait adoré t'avoir comme apprenti. » Le téléphone. Sonneux interrompant ce moment de tendresse. C'était Philippe. « C'est fait, » dit-il simplement. « Mercier a mordu à l'hameçon. La réunion est prévue pour 14 heures. »« Parfait. Et Victor ?»« Il sera là, avec tout son groupe. »« Excellent. »« À tout à l'heure, alors. » Batine raccrocha, un mélange d'appréhension et de détermination l'envahissant. Le piège était tendu. Restait à savoir s'il fonctionnerait. « Nicolas, » dit-elle en se tournant vers son petit-fils, « j'ai une réunion très importante cet après-midi. J'aimerais que tu m'accompagnes. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Vraiment? Je peux venir? »« Vraiment. Mais tu devras rester silencieux et observer. C'est une leçon importante sur la façon dont fonctionne le monde des affaires. » Nicolas acquiesça solennellement. « Je serai sage, promis. » À 13h45 précise, la voiture de Batine s'arrêta devant le siège ultramoderne de Mercier Pharmaceuticals. Nicolas, vêtu d'un costume bleu marine qui lui donnait un air étonnamment mature, regardait avec curiosité cette forteresse de verre et d'acier si différente des bâtiments plus classiques de Lefort Industries. « Alors, c'est ici que travaille notre ennemi ?» chuchota-t-il. Batine sourit à cette formulation dramatique. « Ce n'est pas exactement un ennemi, Nicolas. C'est un concurrent. C'est différent. » « Mais il essaie de voler notre entreprise, » protesta le garçon. « Ça ressemble à un ennemi. Dans les affaires, les lignes sont souvent floues, » expliqua Batine en descendant de voiture. « Aujourd'hui, un ennemi, demain, un allié. L'important est de savoir qui on est et ce qu'on défend. » Ils furent accueillis dans le hall par une assistante au sourire professionnel qui les conduisit immédiatement vers les ascenseurs. « Monsieur Mercier vous attend au 15e étage, » informa-t-elle poliment. « Il est ravi de vous rencontrer enfin, Madame Lefort. »« J'en suis certaine, »
répondit Batine avec un sourire tout aussi professionnel. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 15e étage, ils découvrirent un espace ouvert et lumineux, dominé par une immense table de conférence en verre autour de laquelle étaient déjà rassemblées plusieurs personnes. Batine, qu'a reconnu immédiatement Marcel Mercier, Victor Neyret et avec surprise, 3 membres du conseil d'administration de Lefort Industrie qu'elle croyait fidèles. Philippe était également présent, assis légèrement à l'écart, son visage trahissant une tension palpable. « Madame Lefort », salua Marcel Mercier en se levant pour l'accueillir. C'était un homme grand et mince, aux cheveux argentés, soigneusement coiffés et au sourire calculateur. « C'est un honneur de vous recevoir dans nos modestes locaux. »« L'honneur est partagé, » répondit Batine. « Je vous présente mon petit-fils, Nicolas. Il apprend les rudiments du monde des affaires. » Mercier jeta un regard surpris vers l'enfant, puis se reprit rapidement. « Bienvenue, jeune homme. Vous assistez à un moment historique. » Nicolas se contenta d'un hochement de tête poli, suivant à la lettre les instructions de sa grand-mère de rester silencieux et d'observer. « Vous nous avez pris par surprise avec votre proposition, » continua Mercier en invitant Batine à s'asseoir. « Une fusion entre Lefort Industries et Mercier Pharmaceuticals. C'est audacieux. »« Les temps changent, » répondit simplement Batine. « Gilberte n'est plus là, et je dois penser à l'avenir de l'entreprise. » Victor Neyret l'observait avec méfiance, visiblement déconcerté par ce revirement inattendu. Cette fusion, comme vous l'appelez, ressemble plutôt à une acquisition déguisée. Mercier deviendrait l'actionnaire majoritaire. En effet, confirma Batine, mais avec des garanties importantes. Notre division recherche resterait autonome. Nos employés conserveraient leur poste pendant au moins 5 ans, et notre programme sur les maladies orphelines recevrait un financement garanti. Mercier sourit, visiblement satisfait de cette capitulation inattendue. Des conditions tout à fait raisonnables, que nous sommes prêts à accepter. N'est-ce pas, Victor? Victor Neyret acquiesça lentement, bien que son regard restât suspicieux. C'est surprenant venant de vous, Madame Lefort, vous qui avez toujours défendu l'indépendance du groupe. Les circonstances changent, Victor. Je vieillis, Philippe a sa propre entreprise, il faut être pragmatique. Batine jeta un coup d'œil à son fils, qui gardait un visage impassible malgré la tension évidente de ses épaules. « Bien, » reprit Mercier en sortant une pile de documents. « J'ai fait préparer les accords préliminaires. Nous pouvons les examiner maintenant si vous le souhaitez. » « Avant cela, » intervint Batine, « j'aimerais éclaircir un point. Cette fusion ne sera possible que si je parviens à convaincre une majorité du conseil d'administration. Pour cela, j'aurai besoin de votre aide, Victor. » Le directeur financier se redressa, soudainement plus attentif. « Mon aide ?»« Oui, pour expliquer les avantages financiers de cette fusion, pour rassurer les membres inquiets. » Victor échangea un regard avec Mercier, puis acquiesça. « Bien sûr, je serai votre plus fervent supporter dans ce projet. »« Parfait, » sourit Batine. « Dans ce cas, je suggère que nous signions d'abord un protocole d'accord, avant de nous lancer dans les détails juridiques. » Mercier approuva, visiblement pressé de conclure cette affaire inespérée. Les documents furent échangés, des clauses discutées, des modifications apportées. Pendant tout ce temps, Nicolas observait silencieusement, son regard allant de sa grand-mère à Mercier, puis à son père et Victor. Après presque 2 heures de négociation, Mercier leva son stylo. « Je crois que nous sommes parvenus à un accord mutuellement satisfaisant. Signons, voulez-vous » Batine prit le document final, le parcourant une dernière fois. Puis elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Que faites-vous » demanda Mercier soudain méfiant. « J'appelle mon avocat » expliqua calmement Batine, « pour lui demander de nous rejoindre avec les témoins. »« Les témoins » répéta Victor de plus en plus nerveux. À ce moment précis, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, laissant apparaître Maître Blanchard, l'avocat personnel de Batine, accompagné de 2 personnes que Mercier et Victor reconnurent immédiatement. Le commissaire Girard de la brigade financière et un journaliste bien connu du Figaro. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Mercier, se levant brusquement. « Qui sont ces gens ?»« Des témoins, comme je l'ai dit, » répondit tranquillement Batine. « Le commissaire Girard s'intéresse particulièrement aux tentatives de corruption et de manipulation de marché. Et M. Leroux, ici présent, prépare un article sur l'éthique dans l'industrie pharmaceutique.
Elle se tourna vers Victor dont le visage était devenu livide. « Quant à vous, Victor, je crois que vous avez beaucoup à expliquer au commissaire, notamment comment vous avez détourné des fonds destinés à notre programme de recherche sur les maladies orphelines pour financer votre petit projet avec M. Mercier. »« C'est ridicule, » protesta Victor. « Vous n'avez aucune preuve. »« Oh, mais si, » intervint Philippe parlant pour la première fois. Il sortit une clé USB de sa poche. « Tout est là. Les transferts, les réunions secrètes, les offres d'achat, via des sociétés écrans. J'ai tout enregistré, y compris notre conversation d'hier soir, où vous m'avez proposé un pot de vin pour trahir ma mère. » Mercier se tourna vers Philippe, le visage déformé par la rage. « Vous nous avez piégés. »« Non, » corrigea Batine. « Nous vous avons simplement donné la corde pour vous pendre vous-même. Cette prétendue fusion n'était qu'un leurre pour vous faire révéler vos véritables intentions. » Le commissaire Girard s'approcha de Victor. « Monsieur Néret, j'aimerais que vous m'accompagniez au commissariat pour répondre à quelques questions. » Victor lança un regard haineux à Batine. « Vous le regretterez. Le conseil d'administration... » « Le conseil d'administration a déjà été informé, » l'interrompit Batine. « Une réunion extraordinaire est convoquée pour demain matin. Avec les preuves que nous avons recueillies, je doute que votre faction y conserve beaucoup d'influence. » Alors que Victor était escorté vers l'ascenseur, Batine se tourna vers Mercier qui restait figé, calculant visiblement ses options. « Quant à vous, Marcel, j'ai une proposition honnête cette fois. Nous avons été rivaux pendant des décennies. Peut-être est-il temps d'envisager une véritable collaboration, basée sur le respect mutuel, plutôt que sur des manœuvres sournoises. » Mercier la regarda longuement, puis un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Vous êtes encore plus redoutable que votre mari, Batine Lefort. Gilbert serait fier. »« Je l'espère, » répondit-elle simplement. Alors qu'ils quittèrent les locaux de Mercier Pharmaceuticals, Nicolas se tourna vers sa grand-mère, les yeux brillants d'admiration. « Tu l'as eu. Tu as piégé les méchants comme dans les films. » Batine sourit, touché par l'enthousiasme de son petit-fils. « La vie n'est pas un film, Nicolas. Il n'y a pas de vrais méchants, juste des personnes qui font de mauvais choix. Et le plus important n'est pas de gagner, mais de rester fidèle à ses principes. » Elle regarda Philippe, qui marchait silencieusement à leur côté. « Ton père nous a beaucoup aidés aujourd'hui. C'était courageux de sa part. » Nicolas prit la main de son père, la serrant fort. « Tu es un héros, papa. » Philippe parut ému, puis embarrassé. « Pas vraiment. J'ai juste essayé de réparer mes erreurs. » « C'est souvent la définition d'un héros, » observa doucement Batine. Ils montèrent dans la voiture, un sentiment de légèreté les envahissant après la tension des dernières heures. Le chauffeur les conduisit vers l'hôtel, traversant Lyon alors que le soleil commençait à décliner, baignant la ville d'une douce lumière dorée. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Nicolas, brisant le silence confortable qui s'était installé. Batine échangea un regard avec Philippe. « Maintenant, nous reconstruisons ensemble. »« Je peux toujours avoir la villa de Saint-Cloud ?» demanda Philippe avec un sourire hésitant. Batine rit, soulagé de retrouver un peu de légèreté après tant de tension. « Nous verrons. Peut-être faudra-t-il d'abord prouver que tu sais tondre la pelouse correctement. » Nicolas gloussa à cette plaisanterie, heureux de voir sa famille, réunie et apaisée pour la première fois depuis longtemps. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans un petit restaurant du Vieux Lyon, profitant simplement de leur compagnie mutuelle, évitant les sujets d'affaires pour se concentrer sur des souvenirs plus personnels, des anecdotes de famille, des projets d'avenir. Lorsque le dessert fut servi, Batine leva son verre. « À Gilbert, dit-elle simplement, qui, même absent, trouve toujours le moyen de nous réunir. »« À grand-père, renchérit Nicolas. »« À papa, compléta Philippe, les yeux légèrement humides. » Tandis qu'il trinquait, Batine sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps l'envahir. L'avenir restait incertain, il le serait toujours, mais pour la première fois, elle avait l'impression que les fondations étaient solides, que l'héritage de Gilbert était entre de bonnes mains. Avez-vous déjà été témoin d'une telle réconciliation familiale après une période de conflit? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les jours suivants furent consacrés à réparer les dégâts causés par les machinations de Victor. Le conseil d'administration, choqué par les révélations, vota unanimement la révocation du directeur financier et approuva le plan de restructuration proposé par Batine. Philippe fut nommé directeur de l'innovation,
un rôle qui correspondait parfaitement à ses talents et qui lui permettrait de se réintégrer progressivement dans l'entreprise familiale. L'affaire fit la une des journaux économiques, présentant Batin comme une stratège implacable qui avait déjoué une tentative hostile de prise de contrôle. Sa réputation déjà solide atteignit des sommets. Soudain, la veuve dépassée était devenue la matriarche visionnaire que personne n'osait plus sous-estimer. 2 semaines après les événements de Lyon, Batin se retrouva seul dans son appartement parisien. Nicolas était retourné à l'école. Philippe avait commencé sa nouvelle position et elle profitait enfin d'un moment de calme pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle s'installa dans son fauteuil préféré, celui qui faisait face à la photographie de Gilberte sur le mur, une photo prise lors de leur début, quand tout restait à construire, quand l'avenir n'était qu'une promesse. « Tu aurais dû voir ça, Gilberte, » murmura-t-elle. « Notre petit-fils qui se lève au milieu de ses vautours pour défendre sa grand-mère. Philippe qui revient finalement vers nous. Cette entreprise que nous avons bâtie, plus forte que jamais. » Le silence de l'appartement l'enveloppa, apaisant après le tumulte des dernières semaines. Son regard tomba sur la pile de documents posés sur sa table basse. Le testament modifié, prêt à être finalisé. Elle l'avait revu encore et encore, s'assurant que chaque détail reflétait sa vision pour l'avenir. La villa de Saint-Cloud irait bien à Philippe, comme prévu initialement, mais avec une condition. Elle devrait rester dans la famille pendant au moins 2 générations, devenant un lieu de rassemblement plutôt qu'un simple bien immobilier. Les actions de l'entreprise seraient réparties entre les membres de la famille, qui avaient démontré leur engagement envers les valeurs fondatrices, avec une part substantielle placée dans une fondation dédiée à la recherche sur les maladies orphelines. Et pour Nicolas, un fonds spécial pour financer ses études et ses futurs projets, qu'ils soient liés ou non à l'entreprise familiale. Car si Batin avait appris une chose de toute cette expérience, c'était l'importance de la liberté de choisir son propre chemin. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Sophie Delorme. « Batin, bonjour. Je vous appelle pour vous tenir au courant des derniers développements. Le projet Lazare a reçu le feu vert des autorités pour commencer les essais cliniques. Le docteur Moreau est extatique. C'est une merveilleuse nouvelle, répondit Batin, sentant une vague d'émotion la submerger. Ce projet avait tant compté pour Gilberte. Il y a autre chose, continua Sophie. Marcel Mercier a pris contact. Il souhaite discuter d'une possible collaboration sur un projet de recherche en oncologie. Batin sourit. Les événements récents avaient visiblement fait réfléchir son vieux rival. Dites-lui que je suis ouverte à la discussion tant que nos valeurs éthiques sont respectées. Après avoir raccroché, Batin se leva et s'approcha de la fenêtre. Paris s'étendait devant elle, vibrante et éternelle. Quelque part dans cette ville, Gilberte et elle avaient commencé leur aventure jeunes et idéalistes, déterminés à changer le monde à leur façon. Ils y étaient parvenus, à leur échelle. Et maintenant, c'était au tour de la génération suivante de porter le flambeau à sa manière. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Nicolas. « Grand-mère, j'ai eu 18-20 à mon exposé sur l'éthique des entreprises. J'ai parlé de toi et de grand-père, de comment vous avez construit l'Effort Industries en restant fidèle à vos valeurs. »« Félicitations, mon chéri, » répondit Batin, touché. « Ton grand-père aurait été tellement fier. Tu crois qu'un jour je pourrais travailler à l'entreprise, moi aussi ?» La question était posée avec une innocence touchante, sans pression ni expectative, juste la curiosité naturelle d'un enfant explorant les possibilités de son avenir. « Si c'est ce que tu veux, bien sûr, » répondit doucement Batin. « Mais n'oublie jamais que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Ton grand-père et moi, nous avons construit cette entreprise parce que c'était notre passion. Trouve la tienne, quelle qu'elle soit. » Il y eut un moment de silence, puis Nicolas reprit, sa voix soudain plus sérieuse. « Grand-mère, est-ce que tu es heureuse, maintenant que tout est arrangé ?» La question prit Batin au dépourvu. Était-elle heureuse, après toutes ces années de lutte, de sacrifice, de perte et de victoire? « Oui, » répondit-elle finalement, surprise de constater la vérité de cette simple affirmation. « Oui, je suis heureuse, pas de la façon dont on est heureux quand on est jeune et que tout semble possible, mais de cette façon plus profonde, plus calme, qui vient avec l'âge. Le bonheur de savoir que ce qu'on a construit va perdurer,
que les personnes qu'on aime sont en sécurité, qu'on a fait de son mieux avec le temps qui nous était imparti. « Je comprends, je crois, » dit Nicolas. « C'est comme quand j'ai terminé ma grande maquette d'avion. J'étais content qu'elle soit finie, mais aussi un peu triste de ne plus avoir à y travailler. » Batine sourit, touché par cette comparaison, simple mais perspicace. Exactement. La joie est dans le voyage autant que dans la destination. Après avoir raccroché, Batine resta un moment immobile, contemplant la ville qui s'illuminait progressivement avec le crépuscule. Puis elle prit une décision. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Philippe. « Philippe, c'est dit. Maman, je me demandais si toi et ta famille, vous vouliez venir dîner ce week-end. J'ai pensé que nous pourrions aller à Saint-Cloud, voir si cette vieille maison est toujours debout. » La réponse enthousiaste de son fils réchauffa son cœur. Oui, il restait beaucoup à faire, beaucoup à reconstruire, mais les fondations étaient solides, l'héritage était sécurisé. Et pour la première fois depuis le décès de Gilberte, Batine se sentait vraiment en paix avec le passé et confiante dans l'avenir. En fin de compte, la plus grande richesse n'était pas dans les actions, les brevets ou les propriétés. Elle était dans les liens qui unissaient les générations, dans les valeurs transmises, dans l'amour qui persistait malgré les épreuves et les malentendus. C'était peut-être cela la véritable intention de Gilbert en rédigeant ce testament si particulier. Non pas diviser pour mieux régner, mais créer une crise qui forcerait chacun à révéler sa vraie nature et à faire des choix décisifs. Si tel était le cas, son plan avait parfaitement fonctionné. Le week-end suivant, alors que la famille se réunissait dans la vieille maison de Saint-Cloud, remplissant ses pièces silencieuses de rires et de conversations, Batine eut la certitude que Gilberte, où qu'il soit, observait la scène avec satisfaction. Un mois après la tentative de prise de contrôle, Batine convoqua une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Lefort Industries. L'amphithéâtre du siège social était comble, l'anticipation palpable dans l'air. Vêtue d'un élégant ensemble bleu roi, Batine monta sur l'estrade sous les applaudissements. À 72 ans, elle se tenait toujours aussi droite, son regard balayant, l'assistance avec cette acuité qui avait fait sa réputation. « Mesdames et messieurs, actionnaires, partenaires et amis, » commença-t-elle, « nous traversons une période de transformation. Après les événements récents que vous connaissez tous, il est temps de regarder vers l'avenir. » Elle marqua une pause, laissant ces mots imprégner l'auditoire. Gilbert Lefort, mon mari et le cofondateur de cette entreprise, avait une vision. Une vision qui allait bien au-delà des profits trimestriels ou de la valeur boursière. Il croyait que le succès d'une entreprise se mesure à son impact positif sur le monde. Des murmures d'approbation parcoururent l'assistance. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Gilbert Lefort pour l'innovation médicale éthique. Cette fondation, dotée de 15% des actions du groupe, sera dédiée au financement de recherches sur les maladies orphelines et les traitements accessibles aux populations défavorisées. Des applaudissements éclatèrent, surprenant même Batine par leur enthousiasme. Par ailleurs, continua-t-elle lorsque le calme revint, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle structure de gouvernance de notre groupe. Sur l'écran, géant derrière elle, apparut un organigramme. Au sommet, non pas un PDG unique, mais un triumvirat. Maurice Pelletier comme président du conseil de surveillance, Philippe Lefort comme directeur de l'innovation et Sophie Delorme comme directrice des opérations. Cette structure collaborative reflète notre conviction que la diversité des perspectives est essentielle pour naviguer dans le monde complexe d'aujourd'hui, expliqua Batine. Chacun de ses dirigeants apporte une expertise complémentaire et un engagement profond envers nos valeurs fondatrices. Elle prit une profonde inspiration avant d'aborder le point suivant. Enfin, je suis heureuse d'annoncer que notre projet Lazare, un traitement révolutionnaire pour la maladie de Steinert, entre en phase d'essai clinique avec des résultats préliminaires extrêmement prometteurs. Ce projet que Gilbert considérait comme son héritage scientifique pourrait transformer la vie de milliers de patients dans le monde entier. La salle explosa en applaudissements. Batine attendit qu'il se calme avant de conclure. En tant qu'exécutrice testamentaire de Gilbert Lefort, j'ai pris ces décisions en respectant non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de ses dernières volontés. Notre héritage n'est pas seulement financier ou matériel, c'est un héritage de valeurs, d'engagement et de vision.
Elle balaya du regard l'assemblée, repérant Nicolas assis au premier rang entre sa mère et son père, les yeux brillants, de fierté. « Je resterai conseillère auprès du nouveau triumvirat pendant la période de transition, puis je me retirerai progressivement. Il est temps pour la nouvelle génération de prendre les rênes, avec la sagesse accumulée par ceux qui les ont précédés, mais aussi avec leur propre vision de l'avenir. » Alors qu'elle quittait l'estrade sous une standing ovation, Batine sentit une émotion profonde la submerger. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Gilberte aurait approuvé. Il avait toujours su que la véritable réussite se mesurait à la capacité de créer quelque chose qui vous survivrait. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de Lefort Industries fit les gros titres de la presse économique. Un modèle de gouvernance révolutionnaire, titrait Les Échos. Comment Batine Lefort a réinventé l'entreprise familiale, analysait Le Monde. Mais pour Batine, le véritable succès n'était pas dans ses articles élogieux. Il était dans les moments plus intimes. Philippe l'appelant pour discuter d'une nouvelle idée, Nicolas lui montrant fièrement ses projets scientifiques, les chercheurs du projet Lazare partageant leurs avancées avec un enthousiasme contagieux. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement dans le jardin de Saint-Cloud, Batine se retrouva seule dans l'ancien bureau de Gilbert. La pièce avait été préservée telle qu'il l'avait laissée. Ses livres, alignés sur les étagères, ses notes éparpillées sur le bureau massif en chêne. Elle s'assit dans son fauteuil, laissant les souvenirs l'envahir. Tant d'années passées ensemble, tant de défis relevés, tant de moments de doute et de triomphe partagés. « Tu avais raison, Gilberte, » murmura-t-elle. « Comme toujours. Ta dernière volonté a accompli exactement ce que tu espérais. Elle nous a tous forcés à affronter nos démons, à faire des choix difficiles, à redécouvrir ce qui compte vraiment. » Elle sortit de sa poche la note manuscrite que Gilbert avait laissée dans son testament, celle qui lui donnait plein pouvoir sur l'héritage. Elle l'avait gardée avec elle tout ce temps, comme un talisman. « À ma bien-aimée épouse, Batine, colonne vertébrale de tout ce que j'ai accompli. » Ces mots simples contenaient toute une vie d'amour et de respect mutuel. Ils avaient été partenaires dans tous les sens du terme, se soutenant, se challengeant, grandissant ensemble à travers les épreuves et les joies. La porte du bureau s'ouvrit doucement. C'était Nicolas revenu de l'école. « Grand-mère, maman m'a dit que je te trouverais ici. » Batine sourit, rangeant précieusement la note dans sa poche. « Je me rappelais juste quelques souvenirs avec ton grand-père. » Nicolas s'approcha, s'asseyant sur le bras du fauteuil. « Tu sais, j'ai décidé ce que je voulais faire plus tard. »« Vraiment ?» s'étonna Batine. « Et qu'est-ce que ce sera ?»« Je veux être médecin-chercheur, » annonça-t-il avec assurance. « Comme ça, je pourrais aider à créer de nouveaux médicaments, mais je verrai aussi directement comment ils aident les patients. » Batine sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'est un beau projet, Nicolas. Un très beau projet. »« C'est à cause de grand-père et toi, » expliqua-t-il. « Après tout ce qui s'est passé, j'ai compris que l'argent et le pouvoir, ça ne vaut rien si on ne s'en sert pas pour faire le bien. » Ces paroles, si matures dans la bouche d'un enfant de 12 ans, touchèrent Batine profondément. Voilà le véritable héritage de Gilberte. Non pas des biens matériels, mais des valeurs transmises à travers les générations. « Tu sais ce que ton grand-père disait toujours ?» demanda-t-elle. Nicolas secoua la tête, curieux. Il disait que la vraie richesse, c'est de laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'a trouvé. Même si c'est juste un petit coin de ce monde. L'enfant médita ces paroles, puis sourit. « Alors vous êtes très riches tous les deux. »« Oui, » acquiesça Batine, sentant une paix profonde l'envahir. « Je suppose que nous le sommes. » Dehors, le soleil déclinait doucement, baignant le jardin d'une lumière dorée. Un nouveau jour se terminerait bientôt, un autre commencerait demain. Et la vie continuerait, portant avec elle l'héritage des choix faits aujourd'hui. Dans cette saga familiale complexe, chacun avait finalement trouvé sa place, non pas imposée par un testament ou des attentes extérieures, mais choisi en accord avec ses propres valeurs et aspirations. Et peut-être était-ce là le plus beau des héritages, la liberté de choisir son propre chemin, éclairé par la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Quant à Batine, elle savait maintenant avec certitude que l'œuvre de toute une vie était entre de bonnes mains. Elle pouvait enfin respirer, profiter du temps présent et regarder avec sérénité vers l'avenir qu'elle avait contribué à façonner. Car comme le disait souvent Gilberte,
La vie n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons derrière nous. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.